Ici Moscou, 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 Moscou. À Moscou, il arrive encore qu'on croise d'anciens agents du KGB. Entre eux, ils s'appellent les tchéquistes. Un tchéquiste doit avoir la tête froide, le cœur chaud et les mains propres. C'est ce qui nous a été transmis dès le premier jour. Tête froide, cœur chaud et mains propres. C'est la trinité de l'espion russe. Et au pays des soviets, ce fut une troupe d'élite. Seuls les meilleurs, les plus intelligents, les plus fiables étaient sélectionnés. C'était un grand honneur d'obtenir son certificat d'officier du KGB. Vladimir Poutine est entré au KGB à l'âge de 23 ans. Et en vérité, il n'en est plus jamais ressorti. Tout ce que notre histoire a connu de meilleur, nous le transmettrons à nos descendants. S'intéresser à la carrière d'espion de Vladimir Poutine, c'est comprendre comment il envisage les autres. C'est sonder son rapport intime au monde. Ce qui caractérise un agent du KGB, c'est son hostilité à la liberté. Une hostilité existentielle. Et comme ses condisciples, Vladimir Poutine a été formé dans sa jeunesse pour mener une guerre contre la liberté. C'est la raison d'être du KGB. Surveiller et punir l'homme libre. Aux yeux des instances soviétiques, un être qui agit librement, c'est une âme perdue, manipulée par les forces ennemies. Dans cet épisode, vous allez donc voir se mettre en place la paranoïa, la violence et la fourberie dans l'esprit d'un jeune agent du KGB. Ici Moscou. Chers auditeurs, veuillez écouter la revue de la presse soviétique d'aujourd'hui. Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Poutine, le tsar soviétique. Deuxième épisode, l'espion russe. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Ce deuxième épisode commence au 12 rue Baskov, au cœur de Leningrad, dans les années 60. C'est là qu'a grandi Vladimir Poutine, dans l'appartement communautaire où vivent ses parents et que nous avons évoqué dans l'épisode précédent. Dans le quartier, le gamin adore jouer au caïd. Vladimir Poutine, octobre 2015. Il y a 50 ans, la rue de Leningrad m'a enseigné une règle. Si un combat est inévitable, vous devez donner le premier coup de poing. Chétif, mais bagarreur, Vladimir Poutine roule des mécaniques. Il règne sur sa cour d'immeuble. L'enfance bercée par le récit des exploits de son père contre les nazis. Durant la Seconde Guerre mondiale, le père de Poutine était saboteur au sein du NKVD, l'ancêtre du KGB. Un espion russe donc, qui a survécu à une opération suicide derrière les lignes allemandes. Un héros soviétique. Arrive alors le mois de mai 1968. Vladimir Poutine a 16 ans. Il ne connaît ni Marlon Brando, ni la révolution sexuelle, ni même les Beatles. Disons plutôt qu'il a d'autres centres d'intérêt. À l'âge de 16 ans, il se rend au KGB de la ville de Leningrad. Andrei Kosovoï est historien. Le KGB, c'est une immense machine tentaculaire. On a près de 500 000 personnes qui travaillent, gardes-frontières compris, au milieu des années 70. Et donc, vers la fin de son lycée, il se dit « Pourquoi pas moi ? Moi aussi, j'ai envie de travailler, devenir agent secret. » Témoignage d'un ex-agent du KGB.
Quand j'étais au lycée avec mes camarades, nous voulions tous travailler dans les services de l'État. Nous étions influencés par les livres et les films de l'époque, qui donnaient délibérément une vision très romantique de la chose. Comment lui vient cette idée ? Il a vu, il le dit comme beaucoup d'autres adolescents, des films d'espionnage, il a lu des romans d'espionnage. L'un des plus connus à l'époque, qui sort en 1967, il s'appelle Le bouclier et l'épée, Sheet et Mitch, adapté d'un livre assez connu, qui se vend très bien et qui vraiment est destiné à la jeunesse. Donc c'est l'histoire assez archétypique d'un agent secret soviétique qui, pendant la guerre, réussit à infiltrer les services militaires de l'armée allemande, l'Abwehr. Il monte assez haut pour devenir un officier SS. Совершенно секретно. Личное дело Рольфа Юргена. Штурмбанфюрера СС, 4-й отдел РСХА. C'est un film qui dure 4 heures. On peut le voir aujourd'hui sans trop de difficultés en russe et sur Internet. Et c'est un film en noir et blanc, mais à l'époque, c'est un film qui a énormément de succès auprès des jeunes, des moins jeunes. Et c'est un effet cumulatif, si vous voulez. Quand il lit, quand il regarde ces films, il s'imagine que ça, c'est quelque chose qu'il voudrait faire, comme on dit en anglais, to make a difference. Il pourrait réellement changer la face du monde s'il devenait agent secret. Ces agents de l'ombre, il y a toute une dimension romantique aussi dont il faudrait parler. Des gens qui travaillent dans le plus grand secret, qui mènent une double vie, qui ont un combat si noble finalement qui permet d'emporter la partie à la fin. Et quel type d'espion véhicule cette littérature et ce cinéma russe? C'est important, André Kosovoï, parce qu'il y a là aussi une dimension presque de propagande au sein de l'État soviétique. C'est qu'il faut redorer quand même l'image du KGB à ce moment-là aussi. Oui, tout à fait. Redorer l'image du KGB, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le KGB, c'est une institution qui est apparue en 1954. L'année précédente, en décembre 1953, le principal bras droit de Staline, Beria, avait été exécuté. On l'avait accusé de toutes sortes de crimes classiques dans le vocabulaire soviétique de l'entre-deux-guerres. Espionnage au profit d'une puissance étrangère, volonté d'assassiner les dirigeants, enfin des choses totalement fantaisistes, complicité avec les puissances occidentales, etc. Et Beria était responsable des services secrets du NKVD. Veuillez écouter l'émission Paix et Liberté. Monsieur Jean-Paul David, secrétaire général du mouvement, vous parle. Ce que l'on a appelé la bombe du 10 juillet, apprenant au monde la liquidation de Laurenti Beria, n'a pas étonné outre mesure Paix et Liberté. Il n'est que de se souvenir que dans une dictature, l'homme qui détient l'appareil policier, élément essentiel du régime, devient un jour fatalement gênant en raison de sa puissance. Le sort de Dzerzhinsky, de Menjinsky, de Yagoda, de Yezhov, prédécesseur de Beria, à la tête de la Tchéka, de la GPU, du NKVD ou du MVD, et tous liquidés brutalement, laissaient prévoir une fin analogue pour le dernier titulaire du poste. Donc pour le nouveau maître du parti communiste qui est Khrouchtchev, il faut absolument procéder à une réforme qui blanchit, qui redore l'image de ces services secrets et qui les rend plus dociles aussi. Parce qu'on avait considéré que ce qui s'était passé pendant les années 30, les grandes purges, les exécutions de membres du parti haut placé, les enquêtes, les tortures menées par les services secrets, tout ça c'était la conséquence d'une indépendance absolument intolérable qu'avaient pris les services secrets soviétiques. Il fallait les rendre dociles et il fallait réformer profondément ce système de services secrets du renseignement et de la police politique. Bon, j'ai reçu une réponse favorable de Moscou à votre proposition d'aider nos amis de la République démocratique allemande en échangeant M. Powers contre M. Abel. C'est extra. Le pont de Glienicke serait un bon lieu d'échange, si je puis me permettre. Pourquoi pas Checkpoint Charlie? Ah non, nous ne recherchons pas la publicité. Le pont de Glienicke est un endroit très calme, surtout tôt le matin. Le pont de Glienicke, je transmettrai à mes contacts. 5h30. Entendu. Santé. Nasdrovie. C'est un enfant de la guerre froide, Vladimir Poutine. Isabelle Mandreau, journaliste au Monde. Donc il est façonné aussi par cette époque-là. C'était une époque où on parlait énormément de l'espionnage.
On a tous la vision un petit peu, on échange des espions sur des ponts embrumés, etc. Donc c'est un enfant de la guerre froide qui a été façonné par cette période et façonné par sa formation au KGB. Levez la barrière. Снимите шляпу и очки. У вашей жены есть родимое пятно? Да. Где? Правая грудь. Découvrez votre tête. Ça, c'est très important de le comprendre pour essayer de ne serait-ce que de comprendre Vladimir Poutine. Donc cette vision un peu romantique d'enfant, en fait, à l'origine, va se transformer en vrai projet par la suite. Et dans une guerre froide, les héros, ce sont les espions, puisqu'il n'y a pas de conflit armé. C'est-à-dire que le soldat qui pourrait être glorieux sur un champ de bataille n'existe pas dans une guerre froide. Celui qui agit pour le compte de la patrie, c'est l'espion, évidemment. C'est l'espion qui a plusieurs rôles. Hein. C'est celui qui agit dans l'ombre, mais c'est aussi un guerrier. C'est celui aussi qui peut tuer. Témoignages d'anciens agents du KGB. J'étais animé d'un fort sentiment patriotique. J'avais envie de traquer les espions pour les services du contre-espionnage. J'avais une vision très romanesque des choses, comme tous les jeunes. Nous serions les patriotes qui sauveraient le pays. Nous étions prêts à sacrifier nos vies. À l'âge de 16 ans, il se rend effectivement donc dans cette annexe du KGB de la ville de Leningrad. Il est reçu par l'officier de garde et il dit « J'aimerais travailler pour vous ». Et l'officier de garde, un peu étonné, lui répond « Écoute, tu es un peu jeune et de toute façon, c'est pas toi qui viendras nous voir, c'est nous qui iront te voir quand tu seras plus grand et quand tu auras fait des études. Alors, qu'est-ce que je dois faire comme études ? Renchérit Poutine. Et l'officier lui répond « Des études de droit, ce serait bien ». Et c'est comme ça qu'il a décidé d'aller faire effectivement des études de droit et non pas des études de sciences ou enfin des choses auxquelles on le destinait ses parents initialement. Vladimir Poutine est fasciné par le KGB. Sans doute sous l'influence de son père, mais il y voit aussi l'opportunité de devenir un caïd légal. Des méthodes de criminels au service de la grande patrie. Et en 1975, Vladimir Poutine, qui est en 4e année de droit civil à l'université de Leningrad, est enfin approché par le KGB. Beaucoup d'étudiants sortant de l'université, ayant fini un diplôme, étaient approchés par les services du KGB, en cherchaient des cadres. Il faut comprendre que le KGB, c'est pas uniquement une usine à espions. C'est une immense machine à espionner, à surveiller, à rapporter aux partis les faits et gestes de la population. On la divise en directions, en directoires principaux. Vous avez une première direction principale qui s'occupe de renseignement. C'est vraiment le cœur du travail d'un agent secret. Puis vous avez une deuxième direction principale qui s'occupe de contre-espionnage, etc., etc. Et on va jusqu'à la 5e, comme on l'appelle la Pitiorka, qui s'occupe de la sécurité des hommes du parti. Donc en fait, quand on recrute, quand le KGB approche des jeunes sortant de l'université, c'est pas nécessairement pour devenir des agents secrets, pour les envoyer à l'étranger. C'est aussi tout simplement pour nourrir cette immense machine qui a besoin régulièrement de renouveler ses cadres. Voilà. Et en 75, Vladimir Poutine termine l'équivalent du master. Il fait du droit, donc. Il s'est un peu intéressé à l'économie, des relations internationales. Et on est dans un contexte qu'on appelle la détente à l'époque, avec Brejnev, donc le dirigeant soviétique, qui s'intéresse notamment à la question du commerce avec les États-Unis. Donc, dans quel contexte ce commerce avec les États-Unis peut répondre à des objectifs idéologiques? C'est un peu la thèse de Vladimir Poutine, avec le côté juridique en plus. Voilà. Et d'autre part, il faut rappeler qu'il a fait de l'allemand. Voilà, c'est une langue qui n'est pas forcément la plus prisée à l'époque. C'est l'anglais qui attire de plus en plus de gens. Il a commencé l'allemand à l'école et il a continué à l'université. Donc, quelqu'un qui a une formation de juriste et qui a une langue étrangère déjà assez avancée, un niveau avancé en langue étrangère, ça intéresse le KGB. Et il va d'abord travailler à Leningrad, sa ville natale. Il va travailler au sein de ce qu'on appelle le contre-espionnage, mais c'est un mot un petit peu pompeux, on va dire.
quand on considère les activités qu'il va avoir. Quand on regarde ce qu'il fait, c'est lutter contre les dissidents. C'est tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la dissidence, c'est-à-dire une opposition plus ou moins marquée contre le régime. Ça peut être des tracts, ça peut être des discussions de cuisine parfois qui sont rapportées par le biais de lettres de délation et sur lesquelles il doit donc faire toute la lumière, etc. Parfois, dans les années 70, vous avez aussi les dissidents parmi les plus courageux. Je pense comme à des gens aussi célèbres qu'Andreï Sakharov, par exemple, l'ancien physicien, qui reçoivent des journalistes étrangers ou qui les rencontrent soit chez eux, soit carrément à l'extérieur. Donc là, Vladimir Poutine aussi participe à des opérations visant à déminer l'intérêt de ces journalistes occidentaux pour ces dissidents. Enfin, il y a toutes sortes de pratiques. Il y a ce qu'on appelle la perlustration dans le vocabulaire soviétique, consistant à lire les lettres, la correspondance privée. Voilà. Il va passer plusieurs années comme ça. Il va passer plus de 5 ans, ou entre 4 et 5 ans à Leningrad, à travailler de manière assez ingrate, en fait. Antenne 2, février 1977. Andreï Sakharov est l'un des derniers dissidents soviétiques encore en liberté. Il y a quelques jours, il avait reçu discrètement un journaliste américain dans le modeste appartement qu'il habite à Moscou avec sa femme Elena. Andreï Sakharov avait une nouvelle fois lancé un appel à l'Occident pour sauver les prisonniers politiques et religieux en Union soviétique et en Europe de l'Est. Andreï Sakharov, malgré les menaces qui pèsent sur lui et sa famille, n'a pas hésité à dénoncer les autorités soviétiques en les accusant d'avoir violé les droits moraux et religieux des citoyens. Bien qu'Andreï Sakharov soit protégé par sa renommée internationale, sa liberté ne tient aujourd'hui qu'à un fil. Durant ses 9 premières années au KGB, Vladimir Poutine est affecté à Leningrad. Il est au service de la police politique, puis du contre-espionnage. Et en 1984, à force de ténacité, le jeune espion de Leningrad réussit l'examen d'entrée à l'Institut Andropov de Moscou. Ici, il faut être un bon sportif. Il faut surtout avoir été sélectionné par le KGB. Les futurs recrues ont été observés toute une année avant qu'on leur propose d'entrer à l'école. Ils ont entre 24 et 26 ans. Leurs études supérieures sont terminées. Ils sont nourris, logés 18 mois par le KGB. Ils touchent même une bonne solde. Matière enseignée, criminologie, psychologie, l'art de recruter un indicateur, et sur ce point, nous n'aurons pas de détails. L'Institut Andropov, qu'on appelle aussi l'Institut du Drapeau Rouge, c'est vraiment la grande école, l'ENS, l'école normale supérieure des espions soviétiques. C'est l'académie du renseignement. Et Andropov, il faut rappeler qui est Andropov. Il dirige le KGB depuis 1967. C'est l'homme de Brejnev. C'est quelqu'un qui est très efficace. Et on a une sorte d'âge d'or du KGB à l'époque d'Andropov, entre 67 et 82. Donc l'école du Andropov, c'est vraiment l'école nécessaire pour devenir plus tard éventuellement un espion à l'étranger, être envoyé soit dans une ambassade, donc sous couverture diplomatique, soit, là c'est le rêve de tout agent secret, en tant qu'illégal, sous une fausse identité. Redites-moi ce que vous avez fait ce jour-là. Pourquoi faut-il le tenir si longtemps éveillé? Je veux dire, c'est inhumain, non? Si dans le cas que nous étudions, cet homme est innocent, il devient au fil des heures de plus en plus furieux. À cause de l'injustice qui lui est infligée, il crie, il fulmine. Un coupable devient, au contraire, plus calme. Il se tait. Ou pleure. Il sait qu'il est là à juste titre. Pour savoir si cet homme est coupable ou innocent, il n'y a pas de meilleur moyen que de le questionner jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Pensez toujours que face à vous se trouve un ennemi du socialisme. Ne l'oubliez jamais. Bonne journée. Alors, que va-t-il apprendre dans cette formation au KGB? Qu'est-ce que Vladimir Poutine va retirer de cette formation d'espion en Union soviétique? C'est une formation assez complète, on va dire, qui est d'abord assez idéologique aussi. Bien sûr, il y a l'aspect idéologique et l'aspect pratique.
Et donc, on apprend tout. On apprend à poser un micro, à faire une perquisition sans qu'on s'en aperçoive, mais aussi on apprend à poser des questions, à savoir identifier ses interlocuteurs. Et Vladimir Poutine aura une phrase qu'il a confiée à son ami Roldugin, le violoncelliste Roldugin, où il dit « Je suis un spécialiste des relations humaines ». Et c'est vrai que c'est une formation où on apprend à jauger l'autre, à savoir comment le manipuler quelque part, et en tout cas à rentrer en empathie s'il le faut, etc. Donc c'est une formation, oui, qui est assez complète, encore une fois, qui est à la fois psychologique et pratique. Où on apprend aussi à déstabiliser son interlocuteur. Ah bah bien sûr. Si vous êtes un spécialiste des relations humaines, vous savez très bien rentrer en empathie comme déstabiliser l'autre. Bien sûr, ça fait partie du jeu. Il y a des exemples cités. On raconte que lorsqu'il a reçu Angela Merkel, qui a la trouille des chiens, il a fait entrer dans la pièce de labradors, je crois, qui ont évidemment mis en défaut Angela Merkel, qui a une sorte de phobie canine. Ça, c'est aussi une tactique d'espion formé au KGB. Là, je dirais que c'est plutôt une technique de goujat, tout simplement. Aussi, évidemment, en plus. Mais en revanche, on pourrait peut-être citer... quand il voit George Bush, le fils, pas le père, quand il fait la connaissance de George Bush, le fils, il sait que George Bush est très religieux et il va tout de suite faire comprendre que c'est un domaine pour lequel il a, soi-disant, le plus profond respect, sinon le plus d'engagement. Et donc ça va séduire au départ George Bush fils. On apprend aussi au KGB à compromettre ses adversaires, avec ce qu'on appelle notamment le compromat. Qu'est-ce que c'est que ce compromat dont va beaucoup se servir Vladimir Poutine dans sa vie en vérité? Le compromat est une technique effectivement qui consiste à compromettre une personne avec des éléments évidemment souvent très personnels. Au temps de la guerre froide, on pouvait jouer sur le fait que la personne est homosexuelle ou tromper sa femme ou son mari. Mais on s'en servait en faisant chanter la personne. Ce qui est nouveau avec Vladimir Poutine, qui va utiliser cette technique du compromat de façon presque officielle, si on peut dire, c'est que lui va pas se contenter de filmer ou de prendre les gens en défaut, enfin dans leur fragilité finalement humaine, il va les diffuser. Il va les faire diffuser sur la télévision à des heures de grande écoute. Mais c'est plus du chantage. C'est qu'on passe à exécution de la chose, en fait. Oui. Et il s'en est servi notamment pour éliminer, entre guillemets, du paysage un procureur qui s'appelait le procureur Skouratov et qui voulait enquêter sur la corruption dans l'entourage de la famille de Boris Eltsine. Et la première tâche qui a été confiée à Vladimir Poutine, c'était de dire il faut résoudre ce problème parce que c'est un gros problème pour la tête de l'État. Et il va s'en acquitter de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il a filmé le procureur en plein débat dans un hôtel avec 2 prostituées. Et ils vont diffuser ça à la télévision à une heure de grande écoute. Donc le compromat, c'est voilà, vous allez être soupçonné de. Aujourd'hui, on s'orienterait plutôt vers la pédophilie. Hier, ça pouvait être l'homosexualité ou l'infidélité. Télévision russe, 1999. Nous souhaitons vous avertir que les scènes qui vont suivre ne doivent pas être vues par des mineurs. Non pas à cause des images, car nous avons tout flouté, mais parce que vous aurez du mal à élever vos enfants dans un esprit patriotique une fois qu'ils auront vu dans cette posture le procureur de la Fédération de Russie. Oui, oui. Je peux. Entrez. Vous avez pris une douche? Oui. Alors venez. J'ai des pensées coquines, ça tombe bien. En 1999, avec cette vidéo volée et diffusée à la télévision, Poutine aura la peau du procureur général Skouratov, forçant l'admiration de Boris Yeltsin. Quelques mois plus tard, Vladimir Poutine, le patron des services secrets russes, sera nommé Premier ministre. Mais n'allons pas trop vite et revenons en 1985. Au terme de cette année d'études, à l'Institut Andropov de Moscou, les instructeurs du KGB déclarent l'élève Poutine inapte. Pour quelle raison? Vladimir Poutine n'a jamais été un élève particulièrement brillant. Et il n'a jamais été quelqu'un qui était destiné aux plus grandes carrières de l'espionnage.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que lui-même, Vladimir Poutine, ne s'en cache pas vraiment dans ses mémoires, parce qu'il dit que dans les rapports, les nombreux rapports que devaient faire ses instructeurs, ses maîtres à cette école Andropov, il y avait souvent une critique qui revenait, c'était qu'il était déjà quelqu'un d'assez introverti, ce qui pouvait à la fois être une qualité, mais aussi un défaut, quelqu'un d'introverti. Comment voulez-vous qu'il parle à l'étranger pour faire parler éventuellement quelqu'un qui va être recruté, hein. Et d'autre part, c'est quelqu'un surtout qui n'avait pas, comme on disait, la conscience suffisante du danger. C'est comme ça que je traduis l'expression qui a été utilisée en russe. Quelqu'un qui prenait en fait des risques trop importants. Et à titre d'exemple, dans les rapports, on trouvait une histoire comme quoi il s'était battu en fait avec des amis dans le métro, avec des voyous qui lui avaient cassé le bras. Et c'était vraiment un exemple de ce qu'il fallait pas faire en fait. Pour un agent à l'étranger, il fallait être discret, si vous voulez. Surtout pas se faire repérer par ce genre d'histoire. C'était déjà à ce moment-là donc une ceinture noire de judo, il savait se battre, il n'avait pas peur, il avait donc tout ce passé d'ancien petit caïd des rues. Et je pense que ça l'avait pas servi finalement, cette réputation. Et effectivement, quelqu'un comme Sergei Girnov dit qu'il a été déclaré inapte au service à l'étranger. Inapte. Et c'est uniquement grâce à un piston d'un officier de la RDA qu'il a fini par quitter l'Union soviétique. Et après un retour à Leningrad, il va finalement être envoyé à Dresde en RDA. Pour les 400 000 habitants de la ville de Dresde, un peu plus de produits sur les marchés à l'occasion de la nouvelle année. C'est la glasnost économique de l'Allemagne socialiste. Reportage à Dresde, 1988. Mais les conserves se vendent encore comme des produits de luxe alors que l'Allemagne de l'Est est le pays économiquement le plus avancé du bloc socialiste. Sa fierté, c'est pourtant de servir de modèle industriel à l'Union soviétique avec son système des combinats comme l'entreprise Planeta qui emploie 6000 ouvriers. Elle exporte sa production de machines d'imprimerie vers l'URSS, mais aussi vers la France et l'Amérique. On se vante ici d'être pour l'ouverture vers le monde extérieur, en plein accord avec la politique de Gorbatchev. Alors en 1985, Vladimir Poutine est nommé, missionné en RDA, en ex-Allemagne de l'Est, dans une ville de province, de la Saxe, à Dresde. D'abord, quelle est l'origine de sa mission à Vladimir Poutine ? Alors sur cette mission, on a assez peu d'éléments, mais en fait, dès 73, la Stasi, qui était donc la police politique de la RDA, avait passé un accord avec le KGB, donnant l'autorisation aux hommes du KGB de recruter eux-mêmes leurs propres espions, y compris sur le territoire de la RDA. Donc, quand Vladimir Poutine arrive en 85, il va s'acquitter, à mon avis, de cette mission-là. De toute manière, la mission à ce moment-là, c'était de surveiller toutes les personnes qui étaient critiques ou en tout cas qui pouvaient représenter à leurs yeux un danger. Jeudi soir prochain, Dreimann donne une petite fête chez lui où viendront des individus douteux, Hauser et toute la clique. D'ici là, tâchez de mettre quelque chose sur pied, une petite surveillance discrète avec les dispositions A et B. Dans son environnement, rien de trop voyant, il a des amis puissants. Et personne ne doit être au courant de cette opération, jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose. Et donc, il va probablement infiltrer, en tout cas recruter des informateurs. On a une seule trace. Quand je suis allée à Dresde, il y a un musée assez intéressant, qui est le musée de la Stasi, qui était à 2 pas de l'immeuble, de la petite bâtisse du KGB où se trouvait Vladimir Poutine. Et il y a des documents qui sont assez intéressants. Et la seule preuve, en fait, qu'on ait, c'est il demande une ligne téléphonique pour recruter un informateur. Mais probablement, il a fait beaucoup plus. Oui. À Moscou, le KGB sait tout de l'Allemagne de l'Est. La toute-puissante centrale de renseignement de l'URSS reçoit quotidiennement rapports et télégrammes secrets de ses agents à Berlin. La RDA, c'est le joyau de l'Empire, la clé du dispositif militaire soviétique. Le KGB y suit au plus près les oscillations du pouvoir et transmet toutes ses analyses à Gorbatchev. Vladimir Poutine, 1999. Mon travail relevait surtout du renseignement politique. L'obtention d'informations sur certains hommes politiques, sur des ennemis potentiels de notre pays et sur leur plan d'action. Nous étions essentiellement intéressés par toute information relative à ce qu'on appelait à l'époque le principal ennemi. Et cet ennemi, c'était l'OTAN.
Et est-ce qu'on sait à quoi ressemble son quotidien à Vladimir Poutine en RDA à partir de 1985 jusqu'en 1989 ? C'est quoi la vie de l'espion Platov ? C'est son surnom à l'époque, sa couverture Platov. C'est quoi la vie de Platov en ex-RDA entre 85 et 89 ? Alors c'est une vie qui devait être particulièrement ennuyeuse, je pense, parce on n'a pas entendu parler d'une seule grande affaire à laquelle il aurait participé. C'est une routine quotidienne, il lit la presse, il reçoit des rapports, il analyse des sources publiques, il peut rencontrer des gens, mais c'est jamais des rencontres qui sont... Il recrute pas, si vous voulez, de sources, comme on dit, et c'est pas quelqu'un qui était dans ce domaine-là. Il reçoit encore une fois des dignitaires venant d'Union soviétique, il visite les lieux, il va aller faire du tourisme. Il faut se souvenir aussi qu'il a ses 2 filles à ce moment-là, Maria, qui est née en Union soviétique, et Ekaterina, qui est née juste après son arrivée à Dresde. Donc il a une vie de famille aussi assez bien remplie. C'est quelqu'un qui accumule aussi un certain nombre de biens matériels. Ça, c'est quelque chose que l'on sait moins, mais quand on voit sa propension actuelle à collectionner des costumes, des montres, des accessoires très chers, il faut remonter à cette période où il était en RDA et où, pour beaucoup de gens qui allaient à l'étranger, et c'était encore considéré comme l'étranger, la RDA, même si c'était pas un pays capitaliste, c'était aussi le moyen de trouver un certain nombre de choses qu'on ne pouvait pas trouver en Union soviétique, que ce soit des vêtements, que ce soit de l'électronique ou même une voiture. Voilà. Donc il accumule des biens qu'il va plus tard ramener en Union soviétique quand il rentrera en 1990. 19h32. Aucun événement particulier à signaler. Il a été nommé, il faut quand même le dire, dans un poste qui n'était pas le plus prestigieux. C'était pas Berlin-Est, c'était pas non plus dans une résidence d'une ambassade d'un pays de l'Ouest. Donc bon, c'est pas le poste le plus... On lui a pas confié une mission extraordinaire au regard. Donc un poste assez médiocre, on peut dire, ou pas ? Médiocre, je sais pas, mais enfin c'est pas de premier plan. Ça, c'est clair. Et quand il arrive en 85, eh bien, c'est déjà, à ce moment-là, Gorbatchev vient d'être accédé au pouvoir. Et très vite, il va mettre en place la perestroïka et la glasnost que nous connaissons bien aujourd'hui. Donc, il va être aux premières loges pour voir les débuts du craquement de l'URSS. Et ça, c'est très, très important. Bonsoir, historique, l'Allemagne de l'Est annonce ce soir l'ouverture totale de ses frontières pour les candidats à l'émigration avec la RFA et Berlin-Ouest, tant pour les candidats à l'exil que pour les voyages privés. Est-ce aussi valable pour Berlin-Ouest ? Oui. Les sorties permanentes peuvent avoir lieu par tous les points frontaliers avec la RFA, ou bien par Berlin-Ouest. Quand est-ce que ça rentre en vigueur ? À ma connaissance, cela entre en vigueur tout de suite, immédiatement. En clair, c'est la fin du mur de Berlin qui est annoncée ce soir. Le destin, aidé par un piston, a donc conduit le capitaine Poutine, officier du KGB, en poste à Dresde, capitale politique de la Saxe. Ce poste, qui pouvait sembler anodin, voire ennuyeux, doté d'une mission un peu tiède, le propulse soudain à l'automne 1989, au cœur de l'histoire. Basé en ex-Allemagne de l'Est, l'agent Poutine est aux premières loges de la dislocation du bloc soviétique. Alors, comment réagit-il à la chute du mur de Berlin ? Je pense qu'il commence à avoir peur. Il comprend que son temps est compté, en fait. Voilà, c'est une surprise, évidemment, cette chute du mur de Berlin. Et ça va se passer très très vite. Moins d'un mois plus tard, le 5 décembre 1989, il y aura des manifestations à Dresde, et notamment une manifestation qui va arriver aux portes de la Stasi, là où il a ses bureaux, puisqu'il collabore avec la Stasi, les services secrets est-allemands. Une manifestation assez violente où les gens de la Stasi, les officiers de la Stasi sortent de leur résidence et on exige qu'ils sortent tous et on demande aux soviétiques de quitter les lieux, de rentrer chez eux. Et en fait, on a une atmosphère de quasi-lynchage à ce moment-là. On n'arrive pas jusqu'au lynchage comme c'était le cas en Hongrie en 1956. On se souvient qu'en Hongrie, à l'automne 1956, donc les forces du pacte de Varsovie, dont les chars soviétiques avaient occupé Budapest, et ça s'était terminé dans un bain de sang. Et ce bain de sang avait été précédé par des exactions visant les agents soviétiques en poste sur place, et un certain Andropov, qui était à l'époque ambassadeur à Budapest, avait rapporté tout cela. Et là, je pense qu'il a vraiment éprouvé cette peur
au fond de lui-même des exactions, des représailles, et c'est une peur qu'il ne quittera plus pour le reste de sa carrière. Inter 13, bonjour Henri Charpentier. Bonjour. Des réformes et plus de démocratie, les Allemands de l'Est sont descendus dans la rue hier à Dresde. Mikhail Gorbatchev convoque à Moscou Egon Krenz, le nouveau numéro 1 est-allemand. Les Allemands de l'Est ont envahi les locaux de la Stasi. Pour eux, c'est clair, Stasi, Gestapo, KGB, Securitat sont des suceurs de sang. À l'Est, quand la démocratie avance, elle balaye sur son passage les polices politiques. Et ce qu'il voit, dans cette nuit du 5 décembre 1989, il voit une foule très en colère, une foule un peu violente qui commence à se diriger vers la Stasi pour s'emparer du bâtiment et des hommes qui sont terrorisés. Pour le coup, la terreur a changé de camp. C'est-à-dire que là, ce sont les hommes de la Stasi qui sont terrorisés. Pour la petite histoire, il est dit qu'ensuite les manifestants vont vers le siège du KGB, qui est encore une petite bâtisse, qui n'est pas non plus un gros immeuble, mais qui est une bâtisse, et qui vont se diriger, il fait nuit. Donc les manifestants est-allemands veulent prendre d'assaut, entre guillemets, le siège du KGB. Oui, pour en tout cas dire au KGB qu'ils doivent s'en aller. Et donc la légende veut que Vladimir Poutine serait sorti dehors tout seul face à cette foule, et que les choses se seraient bien passées. Là, rien encore permet de le certifier avec certitude. En revanche, lui-même a raconté après que là, ils ont compris qu'en fait, il se passait quelque chose de vraiment très important, et qu'ils ont commencé à brûler tous les documents jusqu'à en faire craquer le four, si je reprends l'expression de Vladimir Poutine. Nous avons tout détruit. Moi-même, j'ai personnellement brûlé une grande quantité de documents. Nous en avons brûlé tellement que le four a craqué. Nous brûlions des documents jour et nuit. Nous avons rompu les liens avec nos contacts, cessé de nous informer auprès de nos sources pour des raisons de sécurité. Nos dossiers ont été archivés. Amen. Là, il a vu physiquement l'effondrement de l'URSS. C'est-à-dire que là, il voit que finalement, encore une fois, d'autres pays ont commencé déjà à se libérer un peu du joug communiste, et que là, même le bastion qui est la Stasi, qui est l'Allemagne de l'Est, est en train de craquer. Et donc, quand il reviendra à Moscou, à Saint-Pétersbourg, pardon, parce qu'en 90, il va partir, il revient avec quasiment rien. Il revient dans un pays qui, effectivement, tout est à volo à ce moment-là. L'économie va à volo, le rouble dégringole toute la journée, les conditions sont difficiles. Donc, il était, en fait, un agent du KGB avec un statut, parce que du temps de l'URSS, c'était avoir un statut, être dans le KGB, même si on le disait pas ouvertement, mais c'était avoir un statut, une assurance, la garantie d'une vie où on se posait pas de questions. Et là, il revient et tout s'est effondré. Le vide est un peu sous ses pieds, comme pour des millions de Russes, quoi. Et je pense que ça, c'est très important. À 5h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. Le cadenas est cassé et les portes s'ouvrent. Vers 23h la nuit dernière, des milliers d'Allemands de l'Est ont forcé les frontières qui séparaient l'Est et l'Ouest. Les gardes frontières n'interviennent pas. Je crois que la chute du mur de Berlin l'a traumatisé pendant cette période où il y avait des manifestations régulières, donc à Dresde où il était. Michel Elchaninov, philosophe. Il y a un jour une manifestation qui a eu lieu devant le siège de la Stasi, avec lequel il travaillait pour le KGB, qui s'est un peu mêlé à la foule. Il a entendu des slogans hostiles et il a eu une sorte de minute d'affolement, de panique, puisqu'il a raconté ensuite, dans des interviews qu'il a données par la suite, que il avait voulu appeler à l'aide Moscou. Et il y a cette phrase qui me frappe beaucoup, il dit « Moscou ne répondait pas ». Moscou ne répond pas. Et là, j'ai senti qu'il y a eu effectivement un
un sentiment de détresse de la part de quelqu'un qui avait toujours travaillé pour le pouvoir soviétique, qui en avait fait son métier et son honneur, et qui soudain se trouvait face à une capitale du monde soviétique qui était incapable de dire ce qu'il fallait faire et de répondre. Et ça, je crois que ça a laissé une marque chez lui, une trace, et je crois que tout ce qu'il a fait par la suite était une manière de dire Moscou répondra et répondra toujours, même si on est à l'étranger, même si on est un espion ou même pas un espion, si on fait partie du monde russe, si on est russophone, orthodoxe à l'étranger, eh bien Moscou répondra. Vous évoquez des traces justement. Est-ce à dire alors qu'on peut effectivement percevoir des stigmates entre guillemets de cette chute du mur de Berlin dans l'exercice du pouvoir chez Vladimir Poutine encore aujourd'hui, vous pensez ? Alors je crois que Vladimir Poutine a voulu d'abord restaurer l'État soviétique. Je pense que la chute du mur de Berlin puis de l'Union soviétique a pour lui l'effet traumatisant d'une vacance d'État. Et donc lui, en tant que président, Premier ministre, en tant que grand leader de la Russie, il a voulu assurer la continuité, mais surtout la puissance de l'État soviétique en Russie, mais aussi dans ce qu'il appelle l'étranger proche, c'est-à-dire les anciennes républiques de l'Union soviétique, mais aussi dans le monde entier. Donc je pense qu'il a voulu réagir à l'un de ses traumatismes originels et que par ailleurs, il a au cours de son histoire personnelle et politique, vécu des événements sur un mode de rappel de ces traumatismes. Quand l'OTAN bombarde Belgrade en mai 1999 pour empêcher l'épuration ethnique des Kosovars au Kosovo, quand il y a une révolution de couleur, par exemple la révolution des roses en Géorgie fin 2003, quand il y a une révolution de couleur en Ukraine en 2004 avec ce qu'on appelle la révolution orange, pour lui ce sont des rappels de ces secousses qui soit humilient l'URSS pour lequel il avait donné toute sa jeunesse, soit lui font craindre que ce type d'événements historiques ne mette à bas la construction de l'État russe pour laquelle il travaille. Donc effectivement, il y a sans cesse ces traumatismes qui reviennent. Il faut quand même noter que le jour où il annonce l'entrée des troupes russes en Ukraine, le 24 février dernier, il rappelle le traumatisme du Kosovo, des bombardements du Kosovo. C'est-à-dire que on sent que Poutine ressasse, on sent que Poutine n'a pas oublié et que certains événements qu'il a eu du mal à accepter finalement reviennent dans son action par la suite. Après la chute du mur de Berlin, Vladimir Poutine assiste, la rage au cœur, à la suite logique des événements. Allemagne, une seule patrie. Les slogans qui montaient de la foule des Allemands de l'Est venus accueillir le chancelier ouest-allemand Helmut Kohl à Dresde ce matin ont d'emblée voulu donner le ton de la première rencontre entre les responsables des deux Allemagnes depuis la chute du mur de Berlin. Sous ses fenêtres, en RDA, impuissant, l'agent Platov voit passer la marche de l'histoire. Et c'est depuis Dresde qu'il a assisté, au fond, à la décomposition de cet espace socialiste centre-est européen. Françoise Dossé est historienne. Et à ce qui allait devenir, en fait, ensuite l'Allemagne réunifiée. Et à l'entrée de cette Allemagne réunifiée dans l'OTAN. Ce qui a été, à l'époque, évidemment, un choc géopolitique, au fond, pour cet officier du KGB. Est-ce que vous pensez qu'en tant qu'officier du KGB, il était informé, il était au courant de la situation de délitement de l'Union soviétique sur la seconde moitié des années 80 ? Je dis ça parce que c'est un élément important sans doute. Il a senti peut-être venir l'effondrement. Et qu'est-ce que ça a pu provoquer chez lui en tant que jeune officier du KGB en ex-RDA ? Alors, au milieu des années 80, les élites soviétiques, en fait, sont assez divisées au regard des mesures à prendre pour essayer de restaurer à la fois l'économie et le fonctionnement tout simplement de l'Union soviétique. C'est-à-dire que le constat est quand même fait que l'Union soviétique prend du retard, à la fois d'un point de vue technologique, économique, voire social, avec une mortalité par exemple très importante, beaucoup de retard en termes démographiques. Et quand Gorbatchev arrive au pouvoir, la question c'est de savoir quelles réformes engager pour redonner de la puissance à l'Union
l'Union soviétique. Gorbatchev fait le choix d'une politique réformiste, mais sans vouloir remettre en cause l'existence de l'Union soviétique. Et Mikhaïl Gorbatchev s'inscrit au fond dans la lignée de réformateurs soviétiques comme Lénine, qui avait mis en place la NEP pour sortir du communisme de guerre dans les années 20. Donc Gorbatchev incarne ce modèle réformateur, disons, tandis qu'une partie de l'aile conservatrice du parti reste acquise au fond à la doxa brejnevienne, beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus centralisée, et refuse au fond cette voie réformiste. Et on peut penser que Vladimir Poutine en fait est pris en tension entre ces deux logiques, et que dans un souci probablement pragmatique et de carrière, il est à l'époque assez jeune, il comprend probablement que le choix le plus pertinent est celui de la réforme, ou en tout cas de l'adhésion, ou de l'adhésion de forme, en tout cas, à un certain nombre de réformes qui s'engagent dans le pays. Vladimir Poutine, interview sur NBC, juin 2000. Le KGB était une organisation idéologique, servant les intérêts d'un parti au pouvoir, le Parti communiste de l'Union soviétique. Maintenant, chez nous, Dieu soit loué, il n'y a plus de parti au pouvoir, plus d'idéologie communiste étatique. C'est ainsi que 10 ans après la chute du mur de Berlin, Vladimir Poutine affirme aux médias américains que le KGB, c'est le passé. Dieu soit loué. Mais en vérité, Poutine n'a jamais rompu les liens indéfectibles qu'il a tissés avec ses camarades espions qui étaient en poste avec lui à Dresde. À Dresde, où ils avaient formé un clan, le clan Matveïev. Alors je pense que Lazar Matveïev, qui était effectivement le chef en fait de la délégation du KGB à Dresde, est un personnage très important pour Vladimir Poutine. Encore une fois, dans ce petit musée de la Stasi qui est assez intéressant, il y a une photo où on voit Stasi et KGB ensemble sur une photo un peu de famille. Et dans un coin en haut, on voit Vladimir Poutine, assez jeune, et on voit celui qui s'appelle Lazar Matveïev, qui a été son chef et qui est visiblement a été très important pour lui, puisqu'en 2017, il va mettre même en scène ses retrouvailles avec Lazar Matveïev, qui est devenu âgé, qui a 90 ans, qui vit dans un appartement, et il va y aller avec 2 hommes qui étaient avec lui à ce même moment à Dresde, 2 Russes bien sûr, qui sont Chemezov et Tokarev, qui sont aujourd'hui d'ailleurs toujours restés des proches, qui dirigent des grandes sociétés en Russie, toujours dans le milieu des hydrocarbures, parce que c'est une nerf de la guerre. Et donc il va les voir et il va mettre ça en scène avec une caméra. Et donc quand Medvedev, qui est donc un vieux monsieur à 90 ans, ouvre la porte, il lui offre un exemplaire de la Pravda du jour de sa naissance, une montre, et puis ils vont se mettre en scène en buvant un café ou du thé, je ne sais plus. Mais voilà, il a eu besoin de mettre ça en scène, de rappeler ça. Poutine est quelqu'un qui a réhabilité totalement les espions, qui a ranimé tous les réseaux qu'il pouvait, de par le monde, puisqu'après, à la fin de l'URSS, évidemment, il y en a plein d'agents qui sont vraiment, agents dormants qui sont vraiment endormis. Lui, il les a réveillés. Ils n'ont pas d'autre choix, d'ailleurs, que de répondre par la présente s'ils veulent pas avoir des ennuis dans les pays où il s'est établi. Donc, il va réveiller tous les réseaux. Il va mettre en scène Matveïev et son passé. Il va réhabiliter. Il y a des discours où il dit être espion, c'est ne pas être comme quelqu'un d'autre, c'est être plus, voilà, c'est. Il va les encenser et, in fine, il va punir ceux qui trahissent. Tous ceux qui trahissent, il fait passer un message aussi. Vous trahissez, vous méritez la mort. Et donc on l'a vu avec Skripal comme avec Litvinenko. Donc voilà, ça c'est son univers, c'est un univers qui est visiblement très important pour lui et qui n'a cessé de réhabiliter. Et qui n'est pas que symbolique. Il y a une vraie stratégie politique encore derrière cette espèce de fascination pour le KGB qu'on met en scène. Oui, mais c'est surtout qu'il en a besoin. C'est un milieu auquel il fait confiance. Contrairement à beaucoup d'autres, il ne fait pas confiance à beaucoup de personnes. Comme une seconde famille un peu.
Peut-être. Peut-être. En tout cas, c'est un milieu à qui il fait confiance parce qu'il connaît l'engagement et ils ont des choses à partager en commun. Et d'ailleurs, ça va tellement se vérifier que autant il va faire pression, il va mettre au pas les oligarques tout en leur permettant de s'enrichir considérablement, mais dans une certaine mesure, c'est-à-dire à partir du moment où ils ne font pas de politique et où ils versent leurs dividendes quand même, autant il va les mettre au pas, autant il va faire monter ce qu'on appelle les siloviki en Russie, c'est-à-dire les hommes de sécurité. Et aujourd'hui, vous avez en poste énormément de personnes qui ont eu une formation ou qui ont été au KGB. Et donc ça, c'est son univers. C'est l'univers de Vladimir Poutine. Et donc, il y en a beaucoup, y compris même dans les hautes sphères religieuses. Est-ce qu'on peut repréciser ce qu'est un siloviki ? Les siloviki, ce sont tous ceux qui ont un lien avec la sécurité. Donc ça comprend l'armée, les forces de police et a fortiori le monde du renseignement, bien sûr. Ce sont les hommes de force, en fait. Voilà, c'est le monde de la sécurité, le monde de la force. Et ces siloviki, comme on les appelle, mais évidemment, comment dirais-je, la noblesse des siloviki, ce sont les gens du renseignement, bien entendu, quoi. Il les a réhabilités et aujourd'hui, la proportion qui est au pouvoir aujourd'hui de siloviki est phénoménale. Ils ont remplacé les libéraux, ils ont remplacé les technocrates. Ce sont eux qui sont aujourd'hui au pouvoir en Russie. J'ai choisi cette profession parce que c'est un travail pour de vrais hommes. Un ex-agent du KGB, 1991. Donc vous êtes un vrai homme. Oui. Comme tous mes camarades. En conclusion de ce deuxième épisode, retenez qu'en 1990, Vladimir Poutine a 38 ans et qu'il a très bien compris que son monde s'est effondré. Il faut vite quitter Dresde. Piteux et inquiet, avec sa femme et leurs 2 filles, ils embarquent dans une Volga toute déglinguée. Dans le coffre, on a fourré une vieille machine à laver, direction Leningrad. 1800 km parcourus dans un royaume fantôme, retour en Union soviétique. Mais avec quel avenir pour l'agent Platov ? Mais il faut qu'il survive, qu'il trouve les moyens de survivre comme tout le monde. Et donc en fait, ceux qui d'ailleurs vont le plus vite réagir parce qu'ils en ont le plus les moyens et les facultés, ce sont justement des anciens KGBistes, c'est-à-dire qui pratiquent souvent les langues étrangères. Ils ont de l'entre-gens, ils ont les armes, parce qu'au début, ça a été un peu le Far West quand même en Russie pour les affaires. Donc, il fait partie de ces hommes qui, à mon avis, étaient les premiers à réagir et en tout cas pouvoir s'en sortir. Maintenant, lui, je pense qu'il a une période vraiment de flottement, hein, comme beaucoup, et en fait, il va revenir à un poste assez subalterne à l'université, jusqu'à ce que son ami Choubaïs, d'ailleurs, lui dise... il y a un poste dans l'entourage de Sobchak qui va s'imposer comme le maire de Saint-Pétersbourg et comme une des figures libérales de la Nouvelle-Russie. Anatoly Sobchak, le maire libéral de Leningrad, va venir au secours de Vladimir Poutine. Ce professeur de droit va le faire entrer en politique et en une décennie, l'agent du KGB va se forger une certaine idée de la Russie. Vladimir Poutine, 9 février 2000. Celui qui ne regrette pas la destruction de l'Union soviétique n'a pas de cœur. Et celui qui veut sa reconstruction à l'identique n'a pas de tête. La folle et discrète ascension de Vladimir Poutine dans les années 90, c'est l'horizon du prochain épisode. Poutine, le tsar soviétique. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Nicolas Lormeau, de la Comédie Française. Équipe éditoriale, Aude Cordonnier et Irène Menahem. Documentation sonore, Frédéric Martin. Mixage, Benjamin Orgeret.
Prochain épisode, le chat du Kremlin. Poutine, le tsar soviétique, est un podcast original de France Inter.